Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'une discipline scientifique dont il est très souvent question dans l'actualité. Cette discipline, c'est la climatologie. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'inviter Valérie Masson-Delmotte, qui est chercheure au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, laboratoire qui est à Saclay, au CEVA. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent vos journées de travail? On vous voit parfois devant un ordinateur, parfois équipé de vestes polaires au Groenland, parfois dans des conférences, parfois en train de couper des morceaux de glace. Comment ça se passe? Alors en réalité, il n'y a pas une journée de travail type. La majeure partie de mon travail, finalement, ça consiste à partir d'indices, de comprendre comment le climat a varié et de situer finalement, dans un contexte de connaissances qui augmente tout le temps, ces nouvelles informations. Et donc l'objet qui m'intéresse, c'est vraiment le climat de notre planète. Et peut-être en quelques mots, je peux expliquer un petit peu les grandes méthodes qu'on a pour comprendre ce climat. On a énormément d'observations, des réseaux de mesure, des satellites. Donc c'est depuis 150 ans pour les mesures météorologiques, depuis une trentaine d'années pour le suivi par satellite. Ça, c'est l'observation. À côté de ça, on a la mise en équation de ce système qui inclut la dynamique de l'atmosphère, de l'océan, le rôle de la glace, un des sujets qui me tient à cœur, également tout ce qui touche aux interactions complexes en fait, entre ces différents composants. C'est ça qui fait le climat. Donc, on a l'observation aujourd'hui, on a la mise en équation, donc des outils qui sont des codes de calcul qui permettent finalement d'avoir une sorte de planète virtuelle pour décortiquer quels processus sont en jeu. Et puis la troisième facette de ces sciences du climat, qui est celle sur laquelle je travaille le plus, c'est l'étude des climats passés. Parce que finalement, on est dans un monde où le climat change vite. On essaye de se projeter vers l'avenir pour connaître ce risque climatique, mais en termes de choses tangibles, c'est vraiment important d'aller décortiquer les changements climatiques passés le plus finement possible, parce qu'ils nous permettent de savoir comment ce système fonctionne, à quelle vitesse il change, où sont les phénomènes amplificateurs, stabilisateurs, et où on peut également avoir des ruptures, c'est-à-dire des changements qui s'accélèrent. Voilà. Alors je crois que vous avez une formation d'ingénieur. Donc au départ, moi j'ai fait des études en physique. Basculer vers la climatologie. Alors, disons que ça remonte à des lectures scientifiques quand j'étais au lycée, il y a longtemps, avec les premières publications grand public sur l'effet de serre, et ça m'intriguait. J'ai fait des études de physique un peu par hasard en fait, et à l'issue de ces études-là, j'ai vraiment choisi de me diriger vers l'étude du climat. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un financement pour faire une thèse de doctorat, au départ sur la modélisation du climat. Donc l'idée était de tirer parti de données déjà disponibles sur les climats du passé, et de vérifier, de tester si les modèles numériques de climat, donc des gros codes de calcul basés sur des lois physiques, étaient capables de représenter correctement certains traits des grands changements climatiques passés. Et à l'époque, je me suis intéressée à deux périodes particulières. Une période qui est il y a environ 6000 ans, où on sait qu'il y avait des moussons particulièrement intenses dans les régions tropicales. En particulier, on sait que le Sahara était, entre guillemets, vert, c'est-à-dire des zones aujourd'hui désertiques étaient à l'époque le lieu du développement des premières civilisations. Donc ça, c'était la première période. Et la deuxième période, c'était le climat de la dernière période glaciaire. Donc quelque chose qui est très contrasté finalement. C'était le plus grand changement climatique, le plus récent. Et puis à l'issue de ce travail de modélisation, de questionnement par rapport à cet outil, qui est un modèle de climat, j'ai souhaité réorienter ce que je faisais vers l'acquisition de données. C'est-à-dire non pas simplement tester la compréhension des processus qu'on a, mais découvrir d'une certaine manière plus directement de nouvelles informations sur la manière dont le climat a varié. Et donc pour ça, en fait, je travaille sur deux volets complémentaires. Le premier volet, c'est les glaces polaires, donc des carottages qui sont effectués en Antarctique ou au Groenland. Il faudrait que vous nous racontiez en quoi ça consiste exactement, ces carottages. Donc des carottages donc, qui nous offrent tout un ensemble d'informations exceptionnellement riches sur l'histoire du climat et de la composition de l'atmosphère. Donc ça, c'est
les pôles, qui sont extrêmement riches d'informations sur le climat et l'atmosphère. Et le deuxième volet, j'y tiens beaucoup en fait, c'est près de nous. C'est en France typiquement, utiliser la croissance des arbres, donc ce qu'on appelle les cernes qui forment le bois en fait, des arbres, pour avoir aussi des informations sur le climat, mais pas dans les zones polaires, loin des zones habitées, près de chez nous, sur les derniers siècles, c'est-à-dire à l'échelle historique, à l'échelle de nos sociétés récentes. Voilà. Alors non, simplement parce que on voit souvent des climatologues, comme je le disais, enfouis dans des doudounes, qui prélèvent des carottes de glace, oui. Et dans ces carottes, il y a des bulles. Oui. Plus les bulles sont profondes et plus les renseignements contenus dans ces bulles en termes de contenu gazeux nous amènent loin dans le passé. Et elles ont un peu le même rôle que les étoiles pour les astrophysiciens, j'ai l'impression. Plus une étoile est loin, plus elle est riche plus elle est apparue de façon ancienne dans l'univers. On pourrait dire la même chose de ces bulles. C'est une façon de connaître le passé à partir d'objets qui sont présents aujourd'hui. On peut même le dire autrement. Si on voulait, nous, aujourd'hui, inventer un instrument parfait pour enregistrer l'atmosphère de notre planète et le léguer aux générations futures, on prendrait celui-là. On ne trouverait pas mieux que les glaces polaires. Alors, quel est le principe? Alors, le principe des glaces polaires, c'est que une calotte de glace, comment ça fonctionne? À son centre, il neige, il fait très froid puisqu'on est en altitude, donc cette neige, elle est préservée. Et année après année, les couches de neige s'accumulent, puis ensuite, à grande échelle, très lentement, elles vont s'écouler, s'amincir et s'écouler. Et sur les zones côtières d'une calotte, là, on peut avoir de la fusion, et puis on a de largage d'iceberg. C'est comme ça que fonctionne une calotte de glace. Pour donner un ordre de grandeur, l'âge moyen de la glace au Groenland, c'est 40 000 ans, sur une épaisseur de 3 km à son centre. L'âge moyen de la glace en Antarctique, c'est plus de 120 000 ans. Donc c'est la masse de glace la plus gigantesque. Et quelle est la valeur extrême alors, celle qui correspond aux couches les plus profondes? Alors justement, donc c'est notre quête du Graal. Donc on cherche en fait à repousser toujours plus loin la couverture temporelle qu'on peut tirer de ces carottes de glace. Et comment l'obtenir? Il faut trouver un site où on a une grande épaisseur de glace et où il neige très peu chaque année. Pourquoi? Pour que sur une même profondeur, on puisse remonter plus loin vers le passé, qu'on ait plus d'années accumulées sur ce site. Pour le moment, au Groenland, on remonte sur environ 120 000 ans d'histoire du climat, c'est-à-dire toute la période chaude actuelle, depuis un peu plus de 11 000 ans, la dernière glaciation, et puis la fin de la période chaude précédente. Très frustrant, on aimerait bien connaître l'ensemble de cette période chaude précédente, et puis la manière dont le climat a varié à cette époque-là. L'Antarctique, en Antarctique, il fait plus froid, plus sec. C'est un désert polaire, littéralement. Et donc les forages les plus anciens, sur une épaisseur de plus de 3200 mètres, nous donnent accès à 800 000 ans d'histoire du climat. Donc en gros, au Groenland, on a accès à l'histoire du climat quasiment à l'échelle de l'espèce humaine actuelle, sapiens. Et en Antarctique, on remonte bien au-delà de cette espèce humaine, avant même la maîtrise du feu. Donc on voit que je tiens à cet aspect-là, c'est-à-dire à intégrer à la fois une réflexion sur l'évolution humaine et connaître précisément la manière dont ce climat a fonctionné. Et alors ces petites bulles d'air? Alors on n'a pas que de l'air. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors dans la glace, on a de l'eau. Et dans mon laboratoire, en fait, on analyse l'abondance des différentes formes de cette molécule d'eau. Et puis aussi la glace qui les contient. Tout à fait. Donc l'eau, naturellement, en fait, présente un certain nombre de formes moléculaires, qu'on appelle des isotopes stables, plus ou moins lourds. Et l'abondance de ces différentes formes isotopiques nous renseigne sur la température passée. Donc là, c'est une information locale. Quelle température avons-nous eu en Antarctique? On a également accès à un paramètre qui nous renseigne sur la température de l'océan qui a fourni cette vapeur d'eau au départ. Donc on peut vraiment suivre le cycle hydrologique depuis l'océan qui fournit l'évaporation jusqu'au pôle. Donc ça devient régional déjà. On a également des poussières, donc des impuretés transportées par l'atmosphère et qui se déposent sur les sites de forage. Donc on a de cette manière-là accès à une information sur l'aridité des continents, d'où proviennent les poussières, sur le transport de sel marin depuis la surface des océans jusqu'à l'Antarctique. On a également le dépôt des poussières volcaniques. Donc on a accès à une information qui est
extrêmement importante, qui est la fréquence et l'intensité des grosses éruptions volcaniques passées. Et puis, donc, finalement, on a également de l'air. Alors, l'emprisonnement de l'air dans la glace, hein, c'est simplement avec le poids des couches de neige successives, on a une transformation du matériau, depuis de la neige qui est poreuse, jusqu'à de la glace qui a emprisonné sous pression, à une profondeur d'à peu près 100 mètres hein, sous la surface, qui a emprisonné sous pression de l'air. Et c'est vraiment un réceptacle unique hein, qui nous donne accès à cette composition passée de l'atmosphère, en particulier au contenu en gaz à effet de serre au cours du temps. Et alors les conclusions auxquelles vous arrivez, l'idée, si j'ai bien compris, c'est que en mesurant ce qu'a été le climat du passé et en disposant par ailleurs de codes numériques qui intègrent des lois physiques, on essaie de valider ces lois physiques, ces simulations, par les mesures qui sont faites à partir du climat du passé, pour valider les codes, pour obtenir de la confiance en eux et ensuite prédire le climat du futur. Voilà. Donc, quelques résultats. Hein. C'est que la machine climatique, c'est une machine qui est sensible. Quand on la perturbe, elle réagit. Et elle peut réagir vite. Donc, le climat, en fait, lui-même, quand on le perturbe, par exemple en ajoutant des gaz à effet de serre, c'est ce que les activités humaines font depuis 150 ans, ou bien quand l'orbite de notre planète change, à l'échelle de 10 000 ans ou plus. Donc, c'est une perturbation, finalement, qui s'exerce. Cette machine climatique, elle va réagir. Elle va réagir en amplifiant la perturbation. Et c'est pour ça qu'on a des changements aussi dramatiques, finalement, qu'entre une glaciation et une période chaude. Et elle va réagir parfois de manière brutale. Donc on a identifié un certain nombre de zones où les changements climatiques ne sont pas un long fleuve tranquille, mais peuvent se produire de manière extrêmement rapide, de l'ordre de quelques années parfois. Ça fait l'objet de publications toutes récentes, je crois. Mais est-ce que ce sont des phénomènes catastrophiques dont la cause est identifiée? Ou est-ce que l'origine de ces sauts très rapides est inconnue? Alors dans certains cas, on comprend les processus en jeu. Donc typiquement, les deux grands acteurs de l'évolution du climat, c'est le cycle du carbone et la composition de l'atmosphère. Un climat plus chaud, plus d'effets de serre qui amplifie le réchauffement. Un climat plus froid, moins de gaz à effet de serre, même naturellement, ce qui amplifie le refroidissement. Et puis, on a également des processus dans la machine climatique qui peuvent réagir avec ce qu'on appelle des effets de seuil, typiquement les courants marins. Donc, dans l'Atlantique du Nord, on a de grands courants marins qui transportent la chaleur de l'équateur vers le pôle, qui ont tendance à compenser hein, l'excès d'ensoleillement de l'équateur et puis le déficit d'énergie solaire au pôle. Et comment fonctionnent ces courants marins? Ils fonctionnent essentiellement à cause de la rotation de la Terre, qui entraîne des mouvements de rotation, et de changement de densité de l'eau de mer. Donc l'eau de mer, quand elle est chaude, elle aura une densité plus faible, donc elle flotte hein, à la surface des océans. Et quand l'eau de mer se refroidit, elle devient plus dense et elle plonge. Et la densité ne dépend pas que de la température, elle dépend aussi du contenu en sel. C'est-à-dire plus l'eau de mer est salée, riche en sel, par exemple après de l'évaporation, plus elle va être dense. Et plus on va brutalement déverser de l'eau douce à la surface de l'eau de mer, plus on va altérer sa salinité, sa densité, et on peut ainsi perturber très rapidement les courants marins. Et c'est ça un des résultats, une des découvertes sur les climats du passé, c'est que par exemple, le transport de chaleur à grande échelle des courants marins peut, en quelques années, quelques dizaines d'années, avoir des impacts colossaux dans le secteur Atlantique Nord-Europe. Et le volcanisme ne pourrait pas induire des effets semblables? Une grosse éruption ne pourrait pas changer le climat pendant quelques années d'une façon très rapide? Alors tout dépend de ce qu'on appelle grosse éruption. Quand on regarde par exemple la dernière grosse éruption volcanique, le Pinatubo 1991, donc, que fait une éruption volcanique de ce type-là? Elle met dans la haute atmosphère des grandes quantités de poussière, qu'on appelle des aérosols de sulfate, et ces poussières jouent le rôle d'une sorte de parasol, réfléchissent le rayonnement solaire vers l'espace pendant leur durée de vie. Et au bout d'un moment, ces poussières retombent. Donc Pinatubo 1991, un demi-degré de refroidissement l'année suivante, et ensuite le climat qui repart à la hausse avec l'effet dominant des gaz à effet de serre.